C'est le sport ce soir, et puisqu'on est vendredi, on parlera du Togo, les éperviers entre espoir et crainte. Nous évoquerons également pour les deux autres sujets l'Euro 2021 qui commence donc ce soir. Et la question c'est de savoir qui va succéder au Portugal. Henri Akodo est avec nous pour répondre à nos questions. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel, bonsoir à nos chers amis. Les éperviers du Togo ont regagné Lomé ce jeudi 10 juin en provenance d'Antalya en Turquie où ils ont passé plusieurs jours pour un stage de mise en jambe. Les éperviers ont eu deux matchs amicaux contre d'abord la Gambie, contre la Guinée d'abord et puis la Guinée qui a été battue 2-0 et la Gambie qui a battu le Togo 1-0. Quand on regarde un peu ce stage des éperviers Henri Akodo, dans le fond, qu'est-ce qu'on retient? Dans le fond, on retient que le Togo, après avoir traversé des périodes difficiles, des résultats assez moins reluisants, j'allais dire, a su rebondir pour gagner un match officiel depuis... le dernier, remporté face aux îles Comores lors du match retour du premier tour des préliminaires des qualifications de la Coupe du Monde en septembre 2019. Et donc, ils ont su quand même remporter un match officiel après 2 ans de disette face à la Guinée-Conakry le samedi dernier dans ce match amical où Fodo Kodolaba a fait un doublé. Le Togo s'est bien comporté dans cette rencontre. Le public était vraiment attentif à cette rencontre et ils ont su quand même élever leur niveau de jeu. Il y avait un bon état d'esprit, il y avait une détermination, il y avait une certaine abnégation. L'équipe était vraiment disciplinée. L'une des satisfactions dans cette rencontre, c'est quand même le comportement de notre défense. L'animation défensive était à la hauteur des attentes avec cette charnière centrale composée de Djinn Dakonan et de Agbozo Koulsé qui ont dégagé une certaine complémentarité dans les couloirs. Demsolou Fadé, que ce soit côté gauche et Até Youssif côté droit, se sont bien comportés. La plus grosse satisfaction d'ailleurs dans cette rencontre, c'est la première sélection de Mani Ougadia, le milieu de terrain de l'ASK, qui a surpris plus d'un de par son activité, son volume de jeu, au niveau de la récupération, grosse capacité à jouer entre les lignes. D'ailleurs, c'est lui qui a fait une ouverture lumineuse pour retrouver James Fadé qui a provoqué le penalty qu'a transformé Fodo là-bas. Et on a vu un Fodo là-bas, justement, étincelant dans cette rencontre qui a porté cette équipe dans ce système de 4-4-2 où il jouait avec Plaka Fessoumeme au niveau de l'attaque. Ils ont combiné entre eux et sur un exploit individuel, il a mis en mal le défenseur central guinéen, Ousmane Kanté, sur ce deuxième but. Il est allé chercher seul ce deuxième but puisqu'il a fait preuve de beaucoup d'imagination, de beaucoup de sagacité et de puissance également, parce qu'il a décroché, il a contrôlé le ballon, il a porté la balle et il a frappé de manière instantanée. C'est dire que le Togo s'est bien comporté dans cette rencontre face à la Guinée, mais derrière, face à la Gambie, il y a eu 3 forfaits par rapport au premier match, notamment l'absence de Djinn Dakonan Ortega, le capitaine, qui a été remplacé dans la charnière centrale par un certain Loïc Bessilé, le défenseur central des Girondins de Bordeaux en France. Dans l'an-2, il y a eu également l'absence de Mani Ougadia, qui a été remplacé par Tchadenou Farid, et sur le flanc gauche de l'attaque, Ilas Bebou, qui n'a pas pu jouer également, a laissé sa place à un certain Nan Richard. Et le Togo face à la Gambie n'a pas été tellement rayonnant dans le jeu. On a vu que véritablement sur les sorties de balle, on était en difficulté avec ce tandem dans l'enjeu, Annie Foulan-Henri et un certain Tchadenou Farid. Il se marchait dessus. Il n'y avait pas une certaine complémentarité parce que dans un dispositif de 4-4-2, lorsque vous jouez dans ce dispositif, il faut l'un de vous milieux relais doit être capable de porter le ballon, de créer des décalage sur le côté pour pouvoir apporter une solution à l'animation offensive. Mais le Togo n'a pas été véritablement à la hauteur de cette rencontre. Et derrière, sur un coup franc, manque d'intentation,
cette défense qui était apathique, qui était arrêtée, a pris ce but-là de James Gomez, le défenseur gambien. Donc, dans l'ensemble, on va dire que le Togo, en tout cas, s'est bien comporté face à la Guinée, mais face à la Gambie, on est tombé de notre piédestal. Il va falloir revoir des choses dans l'optique de la rencontre face au Sénégal, première journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, quand on regarde un peu les prestations sur ces 2 matchs des éperviers, est-ce qu'on est en droit d'être optimiste ou il y a à craindre? Aujourd'hui, le constat, il est clair. A priori, quand on prend les 2 sélections, notamment le Sénégal et le Togo, le Sénégal qui est l'un des adversaires du Togo, puisqu'il y a d'autres adversaires également, le Congo-Brazzaville et la Gambie. Mais le Sénégal fait office de figure de proue dans cette poule. Quand on analyse un peu les forces en présence, en tout cas, le Togo ne part pas favori parce qu'en face, c'est quand même un cadre du football africain. Le Sénégal qui est en nette progression, vice-champion d'Afrique. Le Sénégal qui a battu et la Zambie et le Cap-Vert lors de cette trêve internationale en amical toujours. Le Sénégal dispose de beaucoup d'individualité. Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, récent vainqueur de la Ligue des Champions, Sadio Mané, Halidou Koulibaly, Abdou Diallo. Il y a une certaine maturité collective et technique qui se dégage à ce niveau. En face, le Togo est en reconstruction. Et quand on scrute un peu ce qui s'est passé au niveau de la Turquie la fois dernière, on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais ce n'est pas impossible parce que quand vous voyez un peu la première rencontre que le Togo a livrée face à la Guinée, il y avait un bloc équipe compact avec un bel état d'esprit. Les joueurs se battaient les uns pour les autres. On gagnait pratiquement les duels, les seconds ballons. Mais aujourd'hui, on peut s'estimer heureux que dans l'état d'esprit, il n'y a rien à reprocher à cette équipe, mais il va falloir travailler certains aspects. L'animation défensive, elle n'a pas été mauvaise sur l'ensemble des 2 rencontres, même si on a encaissé le but face à la Gambie, mais il va falloir trouver encore des solutions pour une certaine stabilité de ce secteur défensif, trouver également des solutions dans l'enjeu. Aujourd'hui, la découverte, c'est Mani Ougadja, mais il a 33 ans, ce n'est pas l'avenir de la sélection togolaise. Il va falloir explorer d'autres pistes également pour pouvoir apporter cette plus-value à cette sélection. Sur le plan offensif, Fodolaba a mis fin à plusieurs années de disette, j'allais dire, pour cette attaque togolaise, puisque sur les dernières sorties de la sélection, les attaquants étaient muets. Fodolaba a marqué un doublé. C'est un début de satisfaction. C'est quand même des prémices qui augurent de très bonnes choses, mais il faut travailler davantage l'aspect complémentaire, trouver les automatismes. Aujourd'hui, on joue avec un 4-4-2, il joue avec Plaka Fessoumeme au niveau de la pointe, mais il va falloir qu'ils combinent entre eux véritablement pour pouvoir trouver la solution face à des gros cadors comme le Sénégal. Donc, en clair, aujourd'hui, le Togo ne part pas favori dans cette poule, mais on peut, à travers la volonté, la détermination, l'abnégation, créer la sensation à travers un travail bien fait avec l'arrivée très prochainement du prochain sélectionneur qui va travailler, et Paulo Duarte qui va travailler avec Jonas Kokou-Komlan, l'intérimaire qui a en tout cas dirigé ce stage-là. Il y a quand même de l'espoir, puisque quand on regarde un peu dans le rétroviseur, le Togo s'est qualifié dans un contexte assez improbable pour sa première phase finale de Coupe du Monde en 2006, dans une poule très compliquée où on avait et le Sénégal d'ailleurs quart de finaliste à l'époque de la Coupe du Monde, le Mali, la Zambie, le Congo-Brazzaville, le Libéria. Le Togo sortait d'une élimination pour la Coupe d'Afrique des Nations 2004 et c'était la reconstruction qui avait été entamée, mais fort heureusement, cette sélection dirigée par Stéphane Kessie à l'époque, avec un groupe solide derrière qu'il a bâti, avec les Emmanuel Adebayor, Kader Koubadja, a su quand même créer la sensation. Donc, ce n'est pas possible, ce n'est pas impossible, j'allais dire. On n'est pas à l'abri des surprises, mais il faut travailler pour pouvoir véritablement créer la sensation. Alors, au regard donc de ces 2 matchs, de ce stage, Paulo Duarte sait à quoi s'en tenir. Il sait aujourd'hui à quoi s'en tenir, puisqu'il est, en tout cas, en liaison
permanent avec lésion permanente avec Jonas Kokou Komlan, l'actuel sélectionneur intérimaire. Paulo Duarte sait à quoi s'entendre. Il sait aujourd'hui que le chantier, il est grand, il est colossal, le chantier. Il va falloir travailler des aspects. On est en train de voir un peu, de retrouver un peu une stabilité au niveau de la défense, mais il faut faire davantage, explorer d'autres pistes, aller sillonner. Aujourd'hui, il y a des jeunes joueurs togolais d'origine togolaise qui frappent à la sélection. Liliane Brassier, le défenseur de Brest. Il faut essayer de convaincre ces joueurs pour rejoindre la sélection, pour bâtir une équipe solide qui peut faire face à ces gros cadres du football africain, notamment le Sénégal. D'accord. On passe maintenant au second sujet. On va parler toujours football et de l'Euro 2020, que la fête commence. Ce sera ce soir. L'Euro, c'est l'équivalent en Europe de ce que nous appelons ici la Coupe d'Afrique des Nations, qui commence donc ce soir. Henri Akodo, rencontre au menu ce soir, c'est la Turquie face à l'Italie. Match d'ouverture de cette 16e édition du championnat d'Europe de football, l'Euro 2021, l'Euro 2020, qui a été décalé en 2021, puisque cette compétition devait être disputée l'année dernière, l'été dernier, mais compte tenu de la pandémie de coronavirus, elle a été reportée et pour la première fois de l'histoire, pour célébrer les 60 ans d'existence de cette compétition, puisqu'elle a démarré en 1960, l'UEFA a décidé de pouvoir disputer à travers tout le continent cette compétition. C'est la nouveauté, c'est la particularité, puisque cette compétition va être disputée dans 11 stades différents, 11 villes et 11 pays différents, notamment le match d'ouverture qui aura lieu à Rome. Oui. On aura des matchs également à Amsterdam, à Copenhague, à Glasgow, à Munich, bien évidemment à Saint-Pétersbourg, à Bakou, à Wembley qui accueillera la finale de cette compétition. L'Euro, c'est 24 équipes disposées en 6 groupes de 4. Les 2 premières équipes de chaque poule vont se qualifier pour les 8e de finale, et les 4 meilleurs 3e de ces 6 poules-là également vont s'ajouter à eux pour pouvoir disputer les 8e de finale. Voilà un peu le format et la particularité de l'organisation de cette 16e édition de l'Euro cette année. Alors justement, 60e anniversaire de l'Euro, et donc vous l'expliquez bien, la particularité c'est que ça se joue dans 11 pays, 11 stades, 11 villes. Oui. Mais on est dans un contexte de pandémie. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte à ce niveau? Oui, les voix se sont levées depuis l'année dernière, depuis l'été dernier, pour contraindre l'UEFA à pouvoir abdiquer par rapport à cette formule. Mais nonobstant la crise sanitaire, l'UEFA a tenu bon et a donné des garanties nécessaires à ce que cette compétition puisse être déroulée dans de très bonnes conditions, dans des conditions optimales, même s'il n'y a pas de risque zéro. Aujourd'hui, l'UEFA a pris des dispositions. Les équipes sont dans une bulle sanitaire. Il y aura un peu des dispositions qui ont été prises pour que ces équipes-là voient dans de très bonnes conditions. Voilà un peu les mesures que l'UEFA... Toujours le huis clos? Toujours, non, pour la première fois, en tout cas pour une fois. D'ailleurs, il y aura le retour des supporters au stade. La plupart de ces stades qui vont accueillir l'Euro, il y aura des supporters au sein de ces stades-là, à raison il y aura une jauge en fait de 25% de la capacité de chaque stade. Donc ce soir, le match d'ouverture qui va se dérouler au stade Olimpico de Rome, il y aura du public. En tout cas, comme c'est en Italie, ils seront plus nombreux, les tifosi italiens, à soutenir leur sélection nationale, l'Italie, qui était absente de la dernière Coupe du Monde, et qui est en train d'amorcer une nouvelle phase avec un entraîneur, Roberto Mancini, qui a bâti une équipe solide, puisque l'Italie, depuis sa prise de fonction,
la prise de fonction du nouveau sélectionneur reste sur 27 matchs sans défaite. Et l'Italie, c'est énorme. L'Italie, quand vous voyez un peu l'histoire que l'Italie a au niveau du football, c'est quand même 4 titres de champion du monde. L'Italie, c'est quand même une Coupe d'Europe de gagner en 1964, 2 finales de perdues, en 2000 face à la France et en 2012 face à cette formation espagnole, même si c'est un groupe assez nouveau, avec des jeunes joueurs comme les Belotti, les Barella. Il y a quand même des gros cadors derrière, notamment Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, qui vont apporter toute leur expérience à ce groupe qui fera face à la Turquie, qui n'est pas également une petite sélection, même si elle ne part pas favorite dans cette rencontre face à l'Italie. La Turquie, c'est la 5e participation. Et pour la petite histoire, à sa tête, on retrouve un certain Şenol Güneş, le sélectionneur turc, qui était d'ailleurs sélectionneur de cette équipe au cours de la Coupe du Monde 2002. La Turquie avait terminé 3e. Et ce sélectionneur espère, avec des jeunes joueurs comme Hakan Çalhanoğlu, des vieux briscards comme Burak Yılmaz, créer la sensation en ouverture face à l'Italie ce soir. Alors, donc, match d'ouverture, heure 19h GMT, à l'Estadio Olimpico de Rome. D'accord. Et donc, une question aussi se pose justement par rapport à cet Euro 2021. On sait que le détenteur du titre, c'est le Portugal, qu'on va chercher à les détrôner. D'abord, quelles sont les 24 équipes qualifiées? Quels sont les poids lourds dans ces 24-là? Vous avez cité un des poids lourds tout à l'heure, le Portugal, la Seleção, qui est candidate, bien évidemment, à sa propre succession concernant le titre. Elle va essayer d'égaler le record de l'Espagne. L'Espagne qui reste la seule sélection européenne à pouvoir enchaîner 2 Coupes d'Europe d'affilée, en 2008 et en 2012. Donc les coéquipiers de Cristiano Ronaldo vont essayer de pouvoir créer la sensation avec un groupe assez rajeuni, de très bons joueurs, très talentueux, mais qui n'ont pas assez d'expérience au niveau international, notamment les João Félix, les Bernardo Silva, des joueurs comme les Bruno Fernandes, qui a fait une très bonne saison avec Manchester United. C'est un groupe coréas. Il y a d'autres briscards également au sein de cette équipe. Pepe est toujours là, José Fonte est toujours là. Donc le Portugal, au vu des forces en présence, fait partie en tout cas des favoris pour pouvoir aller décrocher un second sac consécutif. Mais ça ne sera pas facile, puisque derrière, il y a d'autres cadors, notamment la France, avec laquelle le Portugal partage le groupe de la mort, le groupe C. La France, championne du monde en titre, avec toute sa constellation de stars qui ont marqué l'Europe au cours de cette saison. Karim Benzema, Kylian Mbappé, également, Antoine Griezmann, les Paul Pogba. La France a un groupe solide qui est très attendu également. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, le 3e gros favori dans cette poule C, notamment l'Allemagne, qui viendra avec beaucoup de volonté, puisque c'est la dernière phase finale que va diriger un certain Joachim Löw. L'Allemagne, avec ses jeunes joueurs, les Timo Werner, les Kai Havertz, même s'ils ont traversé des trous d'air ces derniers moments, ils vont essayer de pouvoir, en tout cas, faire plaisir à ces milieux de supporters allemands qui attendent de pied ferme cette sélection. À côté, nous avons d'autres favoris naturels. L'Angleterre, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, avec son entraîneur Gareth Southgate, qui va compter sur une armada offensive de classe mondiale, les Harry Kane, des jeunes joueurs comme les Marcus Rashford, les Raheem Sterling, en défense, les Harry Maguire. C'est un groupe combatif. L'Angleterre qui est souvent entendue au tournant, mais qui a très souvent déçu, parce que depuis, en tout cas, plusieurs années, l'Angleterre ne s'est plus retrouvée dans le dernier carré d'une phase finale de l'Euro. Cette fois-ci, elle tentera de pouvoir aller très loin dans cette compétition. Pourquoi pas ne pas aller décrocher ce cercle mondial, puisque l'Angleterre, depuis son cercle en 1966 à la Coupe du Monde de football, n'a plus remporté de tournoi international majeur. Il y aura également des outsiders. On parlera naturellement de l'Espagne,
l'Espagne qui viendra délester de son capitaine emblématique, Sergio Ramos, qui n'a pas été convoqué par Luis Enrique parce qu'il estimait qu'il n'a pas eu une saison bien remplie à cause des blessures. Mais avec la bande de jeunes joueurs, les Dani Olmo, les Morata et autres, l'Espagne également essaiera de pouvoir créer la sensation, sans oublier également la Croatie, vice-champion du monde, avec de très bons joueurs, très techniques, les Luka Modric, les Ivan Rakitic, les Marcelo Brozovic. Voilà un peu ces équipes-là qui vont essayer de pouvoir succéder au Portugal, même si le Portugal également est toujours présent et va essayer de pouvoir conserver son titre. Alors ça, ce sont ceux qu'on peut qualifier de gros morceaux, mais on sait que le football a toujours réservé des surprises et offert des révélations. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de la Croatie qui était en finale du mondial dernier face à la France. Parmi les petits poussés, est-ce qu'il y en a qui peuvent venir crier la surprise ? Vous avez raison de parler un peu de surprise dans le football en général, en particulier dans cette compétition. On a eu à assister à ces gens de surprises, oui. Bien évidemment, parce que quand vous vous rappelez, quand on fait un petit tour dans l'histoire de cette compétition, justement, en 92, il y avait une sélection comme le Danemark qui avait manqué les qualifications. Elle avait été repêchée parce qu'il y avait un qualifié qui était en guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la grande surprise générale, le Danemark a remporté l'Euro 92. En 96, vous avez une équipe comme la République tchèque qui a fait la finale alors qu'elle n'était pas attendue, battue par l'Allemagne. En 2004, c'est l'une des plus grosses sensations du football mondial dans une compétition internationale, le sac de la Grèce. La Grèce qui était venue et a damé le pion à des gros cadors. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez un peu des équipes comme le Pays de Galles, qui vont participer à leur deuxième phase finale de l'Euro de manière consécutive, cette équipe-là, elle doit faire peur parce que c'est une équipe qui joue en bloc avec de très bonnes individualités. Joe Allen, Aaron Ramsey, bien évidemment, la figure titulaire, c'est quand même Gareth Bale qui va essayer de créer la sensation. Ils avaient fait une demi-finale lors de la dernière édition. Elle est très attendue, cette équipe. Vous avez eu une équipe comme le Danemark également qui sera là avec Poulsen, Youssouf et ses coéquipiers. La Suède, bien évidemment, avec ses jeunes joueurs, même s'il n'y aura pas un certain Ibrahimovic, il y a quand même des jeunes joueurs, notamment Robin Quaison et Alexander Isak, qui constituent un tandem d'attaque exceptionnel aujourd'hui en Europe, qui vont essayer de pouvoir damer le pion à ces grosses écuries-là. Donc, on n'est pas à l'abri des surprises, puisque justement, cette compétition nous avait déjà habitués à ce genre de choses. Est-ce que ça promet du spectacle? Il y aura du spectacle, il y aura du rythme. En tout cas, c'est quand même l'une des meilleures compétitions du football dans le monde, parce que le niveau, il est assez élevé. Il n'y a pas une équipe qui se détache complètement de l'autre, comme on peut le voir dans certaines compétitions, parce que le niveau est très serré. Il va falloir véritablement s'apprêter à vivre des matchs assez spectaculaires, avec du rythme, avec des buts, avec des exploits. En tout cas, le public sportif féru du football sera véritablement servi tout au long de ce mois. C'est du 11 juin au 11 juillet, cette compétition, la 16e édition du championnat d'Europe de football. Pour un petit rappel, il y a 2 sélections qui, en tout cas, partagent un peu un record. L'équipe la plus titrée dans cette compétition, il y a l'Allemagne qui l'a remportée à 3 reprises, mais également cette sélection de l'Espagne qui a également 3 sacs dans son escarcelle. Peut-être l'équipe de France va tenter de faire une passe de 3 également, parce qu'elle est à 2 sacs. Elle va tenter de pouvoir remporter son 3e sac dans cette compétition. La France, en 98, qui avait remporté la Coupe du Monde, avait enchaîné avec l'Euro, avec cette très belle génération, les Thierry Henry, les Zidane, les Trezeguet et autres, les Vieira. La France, championne du monde en 2018, est-ce qu'elle sera capable d'enchaîner également comme cette belle génération-là avec ce trophée? On ne saura le dire. Pour le moins, ce qu'on puisse dire, c'est que ça sera très disputé, cette 16e édition de l'Euro. C'est difficile de faire un pronostic pour la succession du Portugal.
c'est très difficile parce que c'est très serré, c'est très fermé. Ça va se jouer à peu de choses. L'équipe qui sera la mieux en forme, qui va en vouloir plus, l'équipe qui va bien se comporter du début jusqu'à la fin, c'est celle-là qui va remporter ce trophée. Il y a un aspect également très important, c'est quand même la gestion des émotions. Dans une telle compétition comme l'Euro, les matchs s'enchaînent avec un calendrier infernal, bien évidemment. Vous jouez chaque 3 jours, vous jouez chaque 4 jours, et l'équipe qui va essayer de pouvoir bien récupérer, c'est celle-là qui va monter sur le toit le 11 juillet prochain à Wembley. Harry Akodo, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est bon. Voilà qui nous mène à la pause, et ce sera une pause d'une dizaine de minutes, et on reviendra après pour continuer ce programme avec Regard croisé.